on déplace les limites du tolérable, du politiquement acceptable, en étant aussi passif, voire en étant aussi encourageant face à la violence israélienne. Comment décririez-vous la situation humanitaire à Gaza ? Comme un désastre qui a un peu d'équivalent dans l'histoire récente, en tout cas, c'est l'histoire de ces 30 dernières années, des conflits qui se sont déroulés au cours de ces 30 dernières années, parce qu'on a affaire à un territoire exigu, densément peuplé, dans lequel n'existe aucun espace sûr et aucune possibilité de fuir. Donc le territoire est scellé, il est soumis à un bombardement d'une intensité qui, selon les experts militaires, est elle aussi pratiquement sans précédent, du moins dans la période que je cite, c'est-à-dire les 30 à 40 dernières années. Et en plus de cela, ce qu'il faut bien appeler une punition collective est soutenue par des États occidentaux qui font volontiers profession de défendre les droits de l'homme, le droit international et le droit international humanitaire, ce qui rajoute d'une certaine manière au caractère effroyable et inacceptable de la chose, parce que non seulement une boucherie a lieu, mais en plus elle est soutenue par des gens qui estiment avoir tiré toutes les leçons des boucheries antérieures et défendre désormais le droit contre la violence. Donc ça, c'est, disons, le cadre général. Quant à la situation humaine, elle est absolument effroyable. La quasi-totalité des habitants de Gaza est sans abri. Les destructions sont massives. Je ne sais pas où on peut retrouver l'équivalent d'un tel niveau de destruction de bâtis, avec les hôpitaux, bien sûr, ça a été dit très souvent, mais pas seulement. Toutes les universités 16 universités ont été aplaties, des cimetières, des écoles, des dispensaires, des journalistes, jamais autant de journalistes tués en guerre, un cimetière d'enfants, selon l'UNICEF, il y a eu plus d'enfants tués à Gaza que dans tous les conflits des 10 dernières années. Des conflits cumulés. Donc on est dans un désastre qui, chaque jour, s'aggrave un peu plus. Et ça fait déjà plusieurs mois que les humanitaires, et les Palestiniens en premier lieu naturellement, décrivent cette situation comme désastreuse, comme absolument critique, mais chaque jour qui passe l'aggrave un petit peu plus. Derrière, il y a ce qu'on est convenu d'appeler maintenant l'épuration ethnique, c'est-à-dire faire disparaître les Palestiniens de la Palestine. C'est ça l'objectif fondamental conduit avec plus ou moins de violence, plus ou moins de retenue, plus ou moins de déclarations explicites. Mais ce gouvernement extrémiste a au moins un mérite, un crédit qu'il faut lui reconnaître, c'est d'annoncer la couleur. Et jour après jour, ils le font. On ne veut plus de Palestiniens en Palestine, ni en Cisjordanie, ni à Gaza. C'est un discours sioniste déjà ancien, ils ont 22 pays, 100 millions de kilomètres carrés, il y a toute la place qu'il faut pour accueillir ces quelques personnes qui d'ailleurs de toute façon n'étaient là que de passage, puisque les vrais habitants, les vrais indigènes, c'est nous. Eux, ce sont des squatters qu'il faut renvoyer dans leur pénate originelle. Ça, c'est, disons, le résumé un peu vulgarisé du discours israélien majoritaire. Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de tenter de mettre en œuvre. Comment les grands médias français couvrent-ils la situation à Gaza ? Je constate d'abord que les grands médias audiovisuels français sont dans l'ensemble indifférents, enfin en tout cas beaucoup plus sensibles à la partie israélienne, qui ne tient pas beaucoup à ce qu'on parle de ce conflit au demeurant, et c'est bien ce qui s'y passe. Il y a de grandes éclipses du conflit. Je ne dirais pas la même chose de la presse écrite, dont quand même une partie rend compte de façon tout à fait, de façon précise, documentée et équilibrée de la marche de ce conflit et de ses conséquences.
Donc on peut quand même trouver dans les médias français, les médias généralistes français, des informations qui sont intéressantes. Je me garderais bien de condamner l'ensemble des médias parce que ceux qui font bien leur travail méritent d'être soutenus. C'est vraiment important, surtout dans un climat de méfiance généralisée, de rejet des médias traditionnels. Il y a un mérite particulier à faire bien son travail dans ces conditions-là. Mais force est de reconnaître qu'il y a une sorte de discours hégémonique dans les médias audiovisuels et une partie de la presse écrite qui rend compte pour l'essentiel des positions israéliennes et qui traite ce conflit par intermittence, après avoir, au demeurant, choisi de l'ignorer complètement, car ce conflit, il ne date pas du 7 octobre. On peut dire qu'on a affaire, en gros, à une guerre de 100 ans, hein. Il a commencé dans les années 20, mais disons que depuis la guerre des 6 jours, c'est-à-dire l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza, ce conflit a pris une nouvelle allure d'occupation territoriale et d'occupation militaire et d'occupation civile, qui ne fait pas l'objet d'une couverture très grande. Par exemple, pendant l'année 2023, une étude menée par Acrimed, Street Press et Blast montre que la question israélo-palestinienne était considérée comme révolue, appartenant au passé. D'ailleurs, les diplomaties, toutes les chancelleries étaient sur cette position-là. Ce conflit n'existe plus. Maintenant, on a affaire à un grand Moyen-Orient qui va à pas, sans doute pas assez prononcé, mais enfin qui marche d'un pas sûr vers la démocratie, l'apaisement, etc. Et l'occupation de la Palestine était totalement passée sous silence, totalement ignorée. Dans de nombreuses situation, on voit bien qu'il n'y a aucun débat contradictoire. C'est aussi pour ça que je parlais d'hystérisation. Ce matin encore, j'écoutais sur France Culture, qui n'est pas le média le plus idéologique tout de même, j'entendais sur France Culture quelque chose qui s'appelait un débat, enfin c'est plutôt une interview croisée de 3 personnes qui, les unes après les autres, piétinaient le mouvement étudiant, le décrivaient avec un mépris hautain pour leur ignorance, leur abêtissement, etc. Enfin, c'était vraiment choquant, et il n'y avait pas une seule personne pour défendre ces étudiants de Sciences Po, c'était à propos de Sciences Po que ça se discutait, défendre le fait que, dans l'histoire, des étudiants, à de nombreuses reprises, ont occupé leurs universités, leurs facultés, pour protester contre des formes impériales ou des formes cruelles de gouvernement, que ces mobilisations étudiantes ont toujours été salutaires, pas toujours acceptées immédiatement, mais enfin en tout cas salutaires. Là, il s'agissait de les condamner dans tout le mépris dont peuvent être capables des gens qui regardent de haut une situation comme celle-là. Donc l'audiovisuel public n'est pas exempt de dérives, disons, déontologiques. Ah. Sûrement pas. Enfin, regardez les matinales. C'est sur le conflit israélo-palestinien, le déséquilibre est effrayant. Regardez les chaînes télévisées publiques, l'enquête de Acrimed, Street Press l'a vraiment démontré. Enfin, le déséquilibre est plus qu'un déséquilibre. Ce sont 2 entités incommensurables. Ce qui se dit sur le conflit israélo-palestinien par rapport à d'autres, et la partie accordée à Israël par rapport à la partie congrue, enfin totalement minime, accordée aux Palestiniens, dont le déséquilibre, il est constant. Il y a des exceptions, naturellement, et heureusement d'une certaine manière, mais enfin elles ne compensent pas, elles ne rétablissent pas l'équilibre. Le service public existe pour être autre chose que la répercussion d'intérêts privés, plus ou moins cachés, plus ou moins ouverts dans les médias. Bon, moi je ne condamnerai pas en bloc l'audiovisuel public parce qu'il a bien des qualités et on a envie de le préserver. Et c'est certainement pas mon souhait de le voir disparaître. Mais il n'est pas indemne de critique et je pense qu'il est important de souligner le déséquilibre dont il fait preuve dans le traitement de la crise israélo-palestinienne. Vous avez expliqué avoir été blacklisté des plateaux télé en 2023. Comment avez-vous obtenu cette information ? J'ai appris tout à fait incidemment, par le hasard de rencontres,
que Patrick Drahi avait pris la peine de téléphoner à une journaliste ou une recherchiste de BFM TV, je ne sais pas parce que je ne la connais pas personnellement, qui lui reprochant de m'avoir invité à un débat de BFM TV. J'ai appris cela par une série de relations et le plus grand des hasards. Et j'ai donc eu la surprise de constater que Patrick Drahi, qui a quand même bien des soucis et bien des affaires à régler dans sa position de magnat de la presse lourdement endettée, trouvait le temps de téléphoner à quelqu'un de la base de BFM pour lui reprocher une invitation qu'elle m'avait lancée. C'était m'accorder beaucoup d'importance et c'était quand même surtout révélateur d'une espèce d'ultra-sensibilité à cette question. Bon, Patrick Drahi est aussi le patron et propriétaire de i24 News, une chaîne qui, alors là, vraiment professe ouvertement sa raison d'être, qui est le soutien à Israël, en gros, quelle que soit la politique israélienne, et sur laquelle, d'ailleurs, on peut entendre des appels au génocide. Hein. C'est diffusé sur les chaînes françaises. Donc, d'un côté, on dirige une chaîne où on trouve licite de laisser passer des appels au massacre généralisé, y compris les femmes, les enfants et les vieux, hein. C'est précisé dans certaines interventions. Et par contre, un humanitaire dans mon genre, c'est-à-dire très critique vis-à-vis de la politique israélienne aussi, lui, est exclu du débat. C'est quand même saisissant. Qu'est-ce qui gêne Patrick Drahi dans votre discours ? Ma critique vis-à-vis de la politique israélienne. Bien sûr. J'ai refusé, par exemple, de dire que le Hamas était une organisation terroriste, au motif que le Hamas faisait bien d'autres choses que d'envoyer des groupes qui ont commis effectivement un acte terroriste le 7 octobre. Celui-là, je le qualifie, l'acte est terroriste. Le Hamas ne me semble pas relever d'une organisation terroriste, d'une administration, une idée, une idéologie, un parti, tout ce que l'on veut, bien d'autres choses. J'ai refusé, sur LCI notamment, de le qualifier, ou alors en disant qu'il y avait deux organisations terroristes, le Hamas et l'armée israélienne, qui pratiquent un crime de masse de grande envergure. Je disais que ce n'était pas mon propos, je ne qualifie pas l'armée israélienne d'armée terroriste, parce que je trouve que ça n'éclaire en rien le débat, et ça ne permet en rien de tenter de dépasser cette situation terrifiante dont il va bien falloir sortir à un moment. Donc ce sont des appellations qui me paraissent être uniquement des conjectures militantes, des prises de position idéologiques sans aucune portée pratique, si ce n'est de renvoyer dans la sauvagerie une partie pour mieux ramener l'autre dans la civilisation. Mais ça n'aide, c'est ce que j'appelle ne pas aider du tout. Mais je pense que ce sont les raisons principales pour lesquelles je suis devenu, d'une certaine manière, tricard, à quoi peut-être il faut ajouter, je ne peux pas m'empêcher de me le dire, que peut-être que le fait que je sois natif d'Israël, je suis israélien en Israël, rajoute, donne plus de poids, ce que je ne crois pas du tout, mais dans leur esprit c'est pas du tout impossible, donne plus de poids à mes propos. En tout cas, quelle qu'en soit la raison, les principales raisons, c'est la critique que je formule vis-à-vis de la politique israélienne et qui est manifestement mal tolérée dans un certain nombre de médias. Ce qui m'a frappé, c'est d'une part la baisse draconienne des invitations à participer à des discussions de plateaux télé, mais bon, j'ai pas mon rond de serviette, ils sont pas obligés de m'inviter, il y a bien d'autres gens qui ont des choses intéressantes à dire sur la question, donc ça n'est pas uniquement ça, mais c'est le fait que c'est le nombre de mes désinvitations, c'est-à-dire des invitations que j'ai reçues qui ont été annulées quelques heures ou le jour suivant. Au total, pas loin d'une dizaine maintenant, je crois, encore tout récemment, là, sur LCI, où je suis invité, puis désinvité. Par exemple, il y a une émission qui m'a désinvité 3 fois de suite, qui est C'est ce soir, l'émission de Karim Ressouli. Or, je considère C'est ce soir comme une très bonne émission, dans laquelle se déroulent les débats pratiquement les plus intéressants du paysage audiovisuel français, et qui fait preuve d'un réel pluralisme dans le domaine. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai été désinvité. Je me dis cela
la personne stagiaire ou jeune recherchiste qui est chargée de produire une liste de noms pour composer un plateau, fait une recherche Google, tombe sur moi, parce que parmi les critiques d'Israël, je figure en effet en bonne place. Donc mon nom est proposé, et puis ensuite rejeté, je suppose, par la chefferie. J'ai un autre exemple d'annulation, alors un peu plus ancienne, mais toujours sur le même sujet, par l'émission Complément d'enquête, qui a de ça déjà quelques années, où j'étais invité à commenter un reportage de Complément d'enquête sur la Ligue de défense juive. Excellent reportage au demeurant, qui montrait authentiquement ce que cette bande de hooligans, de nervis fascisants. Et j'étais amené à les commenter. Ils étaient d'ailleurs venus ici pour voir comment allaient être disposés les 2 fauteuils rouges, qui sont un peu l'icône de cette émission. Donc tout était en place, et j'ai reçu, juste avant le passage, un coup de fil de la rédactrice en chef qui m'informe que finalement des changements sont intervenus. Ce sera plutôt un invité politique. Il ne savait pas encore lequel au moment où j'étais contacté. Je regarde l'émission qui avait lieu le lendemain, et qui je découvre à ma place comme invité politique, sachant que personnellement j'avais été exclu pour excès de controverse, qui je retrouve à ma place, Bernard-Henri Lévy, qui, comme chacun sait, n'est pas un personnage controversé, lui, contrairement à moi, et qui, par ailleurs, n'a eu de cesse de commenter élogieusement le reportage, enfin, les actions de la Ligue de défense juive, qui, je le rappelle, est interdite pour terrorisme aux États-Unis et même en Israël. Et j'étais littéralement estomaqué, révolté, mais je dois dire un peu découragé aussi. Quel regard portez-vous sur le moment médiatique en cours autour de la question israélo-palestinienne ? Hystérie. Il y a un phénomène d'hystérisation des commentaires que je vois, par exemple, dans l'obligation pour nombre d'intervenants, surtout lorsqu'ils sont palestiniens ou qu'ils portent un nom à consonance arabe, l'obligation de surenchérir sur les condamnations fermes, définitives, sans appel des atrocités commises par le Hamas, comme une sorte de ticket d'entrée sur un plateau. Par contre, quand un pro-israélien est amené à intervenir, il n'a aucunement l'obligation de se prononcer sur les atrocités commises par l'armée israélienne, sur ces vidéos où on voit des soldats sadiques en train de martyriser des gens, sur les milliers de franco-israéliens qui participent à cette entreprise génocidaire. De cela, il n'est pas question. D'ailleurs, en parlant de génocide, les 26 et 27 janvier dernier, la Cour internationale de justice a siégé pour se prononcer sur la demande de l'Afrique du Sud concernant l'accusation de génocide portée contre Israël. Il n'y a pratiquement eu aucune couverture dans la presse française. Alors, 0 couverture pour ce qui concernait la plaidoirie sud-africaine, et un peu de couverture pour ce qui concernait la plaidoirie israélienne devant cette cour. Israël inculpé de génocide par l'Afrique du Sud, qui en plus a de bonnes raisons de savoir de quoi elle parle en l'occurrence, tout cela sans aucune couverture médiatique, et il n'y avait pas les 26 et 27 janvier dernier une actualité qui imposait de supprimer tout ce qui se passait. C'était un événement d'une grande importance qui a été méthodiquement passé sous silence en France, et d'ailleurs assez largement, d'après ce que je comprends, en Europe. Eh bien, cette absence-là, c'est aussi une absence hystérique, si j'ose dire. On n'est pas capable d'affronter cette réalité dure que Israël est devenu un État voyou, que ces méthodes de guerre sont atroces, et que l'invocation de la Shoah a quelque chose de littéralement obscène. Ça donne envie de vomir, de les entendre invoquer les suppliciés de la Shoah pour justifier les atrocités
commises à Gaza. Et heureusement d'ailleurs, il y a un certain nombre de survivants de la Shoah qui protestent et qui s'expriment. Moi, enfin, c'est extrêmement touchant, c'est bouleversant même de les voir parler dans ces termes-là. Mais quelle trace allez-vous en trouver dans ces médias audiovisuels qui ont pris le parti de la civilisation contre la barbarie, apparemment, c'est-à-dire d'Israël contre les Palestiniens? Le gouvernement israélien qui se présente, et cela c'est depuis très longtemps, comme le gouvernement de tous les juifs du monde. Jérusalem, qui n'est d'ailleurs pas la capitale, hein, c'est Tel Aviv la capitale, mais Jérusalem est la capitale pour un certain nombre d'Israéliens, non pas de la nation israélienne, mais du peuple juif dans son intégralité, c'est-à-dire dans l'ensemble du monde. Le Premier ministre de l'État d'Israël n'est pas seulement Premier ministre de cet État, mais Premier ministre des Juifs. Et d'ailleurs, Trump avait une fois, dans une allocution, enfin dans un discours qu'il faisait devant des Juifs républicains de Floride, il reprochait aux Juifs des États-Unis de ne pas être fidèles à leur pays et à leur Premier ministre, Netanyahou, des Juifs américains, décrits par le président américain comme étant ressortissants d'Israël et de l'autorité du Premier ministre. On voit à quel point cette confusion est entretenue, elle peinait des esprits faibles comme celui de Trump. Mais en tout cas, il est important de rappeler que Israël est un État avec un gouvernement et que ce gouvernement représente la population de cet État et pas une religion disséminée dans le monde. Faute de quoi, nous sommes tous comptables de ce que fait l'État d'Israël. Et de fait, dans la mesure où ce discours a, d'une certaine manière, triomphé, où moi, par exemple, je peux être traité sans que ça revienne dans la figure de celui qui profère cette injure, de traître au peuple juif, à ma communauté, à Israël, comme si j'avais la moindre obligation de loyauté vis-à-vis d'Israël, alors que je suis un citoyen français. Je suis juif, assumé, mais pas membre d'une communauté. D'ailleurs, il y a des formes organisées, communautaires, mais il n'y a pas de communauté juive ni musulmane. Je tiens à le dire parce que c'est important aussi pour ces mots-là, dans ce contexte-là, ont leur importance. Voilà le genre de situation contre lesquelles il est important de prendre position, ne serait-ce que pour assurer un minimum de sécurité aux Juifs qui ne sont pas mobilisables au profit des entreprises criminelles d'Israël. Comment expliquez-vous le tropisme pro-israélien des médias français ? Je l'explique par le fait qu'il y a une sorte de connivence sociale, culturelle, donc également politique, entre les pays occidentaux et Israël, qui aiment à se présenter comme une implantation occidentale en terre moyen-orientale. Ça se manifeste par le fait que les équipes, que ce soit l'Eurovision, les équipes de foot, les équipes sportives, participent aux compétitions européennes en tant que membres de plein droit, par des affirmations répétées selon lesquelles Israël est la seule démocratie du Proche-Orient, une démocratie de type occidental, parlementaire, avec une presse libre, une opposition capable de s'exprimer, etc. Donc, au passage, je signale qu'aucun autre pays qu'Israël, qui pratique l'apartheid, les déplacements forcés de population, le vol et la dépossession des terres, de millions de gens, aucun pays ne serait qualifié de démocratie, à part Israël. Ce titre de démocratie, il est en effet mérité pour les Juifs israéliens, mais à peu près pour eux seuls. Or, l'État israélien règne sur bien plus de population que des Juifs israéliens, des Palestiniens israéliens, mais aussi des Palestiniens de Jérusalem, des Palestiniens de Cisjordanie, divisés en 3 zones, des Palestiniens de Gaza. Donc, dans une situation de différenciation juridique qui justifie l'utilisation d'apartheid pour l'État, pour la pratique politique de l'État israélien. Eh bien, en dépit de cela, Israël est qualifié de seule démocratie du Proche-Orient, donc une sorte d'allié naturel. Voilà, à mon avis, une raison pour laquelle ça fonctionne. Une autre raison est sans doute ce qui pourrait être ce que j'appellerais, disons, l'impensé colonial, ce qui reste les résidus
coloniaux qui continuent de flotter dans l'imaginaire français et européen en général, car de nombreux pays européens ont été auparavant des puissances coloniales, et qui font que, d'une certaine manière, on s'identifie plus facilement à la puissance coloniale qu'à la population colonisée. D'où d'ailleurs le fait qu'on invoque pour Israël le droit de se défendre, alors même que c'est la population occupée à qui on doit reconnaître le droit de se défendre, pas la population occupante qui, de temps en temps, subit le revers de cette occupation. Je précise à ce stade que c'est important pour moi, c'est important en général, que le droit de se défendre ne justifie pas n'importe quelle méthode de défense, et que les crimes commis par les membres du Hamas sur les civils israéliens sont des assassinats purs et simples qui méritent d'être traités en assassinat. On se souviendra que dans toutes les luttes anticoloniales, les luttes anti-apartheid, les luttes antiracistes, il y a eu des débordements affreux, et que ça ne signifie pas que ces luttes relèvent de la sauvagerie, loin de là. Mais en tout cas, elles méritent là d'être condamnées. Donc, Au crime du FLN crime du FLN, au crime de Noirs américains en Alabama, contre des racistes, bref. Tout ça a existé. Mais donc, cette pensée coloniale, peut-être plus que résiduelle, encore présente, je pense qu'elle explique quelque chose de cet ordre-là. Donc, ça me semble être déjà suffisant, en plus des activités quand même extrêmement tenaces et qui montrent malheureusement une certaine efficacité, de lobby pro-israélien en France, et je ne dis pas ça comme quelque chose de complotiste, ce sont généralement des groupes qui s'annoncent en tant que tels, ce ne sont pas des groupes clandestins, ils ont pignon sur rue, le CRIF étant le premier d'entre eux, et donc ça contribue également à œuvrer dans ce sens-là. D'ailleurs, aujourd'hui, le débat sur la guerre israélo-palestinienne, enfin moi je ne veux pas parler de guerre Israël-Hamas, parce que un examen simplement un peu distancié et analytique de la situation montre que c'est contre la population palestinienne, à Gaza par les destructions, en Cisjordanie par les meurtres et les expulsions, mais c'est dans les deux cas une guerre contre la population palestinienne qui est menée, ce qui est indicible dans l'espace médiatique dominant en France, et d'ailleurs plus largement en Europe, mais qui est la réalité massive. Comment qualifiez-vous la position d'Emmanuel Macron sur la situation israélo-palestinienne ? La dernière manifestation politique française sur cette question a été malgré tout positive, puisque la France a approuvé la proposition de l'ONU, du Conseil de sécurité, de reconnaître l'État de Palestine. Je rappelle qu'il est déjà reconnu par 140 États, dont 9 États européens. C'est donc pas non plus une position minoritaire. La majorité des États du monde reconnaît la Palestine comme État, mais elle n'a pas le statut d'État membre à l'ONU, mais simplement un statut d'observateur. Eh bien, les États-Unis, les Israéliens se sont évidemment, enfin je dis évidemment, ça ne va pas de soi, mais ils se sont opposés à cette décision, mais la France l'a approuvé. Les Britanniques se sont abstenus. Bon, c'est quand même déjà une évolution. Le Parlement également avait approuvé, mais le gouvernement n'avait pas donné suite. Donc, moi, je trouve salutaire cette dernière position, parce qu'elle renforce la Palestine dans ce rapport de force complètement disproportionné en sa défaveur. Bon, ça me donne un peu de jus, quoi. Mais sinon, la politique de Macron, elle est erratique, comme vous disiez, sinueuse, illisible. Je trouve particulièrement regrettable et critiquable sa déclaration selon laquelle l'antisionisme est l'équivalent de l'antisémitisme, que c'en est devenu la forme aujourd'hui présentable. C'est d'abord un acte d'ignorance. En plus d'être un acte de mépris politique, c'est d'abord un signe d'inculture historique grave concernant une partie importante du monde. Alors il aurait mieux fait au moins de s'abstenir plutôt que de prononcer cette ineptie. L'antisionisme est d'abord une histoire juive,
Et c'est le sionisme lui-même qui est d'abord une histoire chrétienne. Mais en tout cas, les premiers antisionistes, et aujourd'hui encore, un grand nombre d'antisionistes, sont des juifs, et ce n'est pas par antisémitisme, loin de là, au contraire. Bien des pro-israéliens sont des antisémites, plus ou moins avoués, certains totalement avoués, d'autres complètement cachés, mais en tout cas sont des antisémites. Donc antisémitisme et sionisme sont, comme on pourrait dire, des ennemis complémentaires, mais des ennemis bien ajustés. Ils tirent dans le même sens l'un et l'autre. Les premières semaines après le 7 octobre du conflit, Emmanuel Macron appelait à une coalition internationale contre le Hamas. Cet appel à constituer une coalition anti-Hamas m'a littéralement assis. J'étais totalement abasourdi par la bêtise politique de cet appel, qui est de façon en plus totalement irréaliste, dont absolument personne ne voulait, pas même les Israéliens. Enfin, je ne sais pas d'où il a tiré cela, mais en tout cas d'un conseiller particulièrement stupide. Alors que le président de la République écoute une telle stupidité et juge pertinent et opportun de la proférer lui-même, montre à quel point il ignore des réalités de cette situation. Ça m'inspire le fait que nous vivons, enfin le constat que nous vivons une période de régression démocratique très inquiétante, qui se manifeste par ses convocations à la police, ses interdictions de conférences, ses interdictions de manifester. Heureusement, il existe encore des contre-pouvoirs, et on voit que des tribunaux administratifs, le Conseil d'État, etc., constituent quand même des contre-pouvoirs, et que des autorisations de manifester sont in fine accordées, ce qui permet de voir qu'elles se déroulent très bien, de manière tout à fait, licite, ouverte, mais on le voit aussi, on voit aussi que par exemple l'apologie de terrorisme qui a été sortie de la catégorie des délits de presse pour devenir un délit de droit commun en général, fait sentir ses effets. Maintenant, on a même une députée, présidente de groupe, Mathilde Panot, convoquée à la police pour répondre de déclarations ou de communiqués. C'est phénoménal. Enfin, là, vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte parce que tout ça, c'est une sorte de goutte à goutte, une sorte de perfusion lente d'éléments antidémocratiques, de restrictions de liberté, de confusion entre ce qui est choquant, ce avec quoi on est en désaccord, et ce qui est illicite. Et c'est extrêmement grave, je pense, ça demande des réactions. Et je trouve que, par contre-coup, les mobilisations étudiantes et les mobilisations associatives diverses en faveur de la Palestine sont un utile contrepoids, sont un utile contre-pouvoir social qui est en train de se manifester et que personnellement je soutiens autant que je le peux. Peut-on dire que le traitement médiatique de la situation à Gaza participe à un déplacement de la fenêtre d'Overton ? Oui, je pense que la fenêtre d'Overton est la bonne image, c'est-à-dire il y a une situation ou un fait extrême, éventuellement on le condamne ou on s'en distancie, pour excuser un autre fait extrême, mais un tout petit peu moins extrême. Et c'est comme ça que, peu à peu, l'extrémisation des décisions prend une allure banale, ordinaire, ça devient la routine. Avec Israël reconnu comme démocratie, décrite comme exerçant son droit à se défendre contre toute logique juridique et, si j'ose dire, même politique ou morale, on est là-dedans. Le fait de commencer tout commentaire de la situation israélo-palestinienne par l'invocation du droit à Israël à se défendre. Naturellement, Israël a le droit de se défendre. Ça, c'est la phrase codée qui signifie « Naturellement, nous vous soutenons, puisque vous êtes dans vos beaux droits. Vous êtes attaqué, c'est vous la victime. Le coupable est la population palestinienne. » Donc cette idée qu'il n'y a que des coupables et que donc la punition collective est juste, elle ouvre manifestement le champ au massacre
des innocents en général, en transformant ceux-ci en coupables. Et le fait d'invoquer le droit de se défendre pour Israël, ça veut dire qu'une puissance occupante qui fait face à une insurrection de la population occupée, avec les réserves que j'ai dites sur les méthodes de l'insurrection, eh bien, elle a le droit d'infliger cette terrifiante punition collective sans être pour autant réprimandée, puisque je rappelle que Israël va participer aux Jeux Olympiques, on va voir le drapeau israélien, sur lequel, quand même, qui est baigné de sang, enfin, en tout cas virtuel, on va voir le drapeau israélien défiler dans les rues du 9-3, on va entendre la partie israélienne concourir à l'Eurovision, etc. Enfin, comme si de rien n'était. Donc vous pouvez vous livrer à ce carnage génocidaire et être accepté comme un digne représentant des démocraties qui méritent de figurer au rang de celle-ci. On ne voit pas pourquoi d'autres se gêneraient, puisque manifestement le carnage, la boucherie israélienne est tout à fait tolérée. Donc c'est une espèce d'encouragement à conduite un peu, disons, des guerres à l'américaine, où on bombarde à fond pour dégager le terrain et ne pas prendre de risques pour les troupes à terre qui soient trop importants. Donc oui, je pense qu'on déplace les limites du tolérable, du politiquement acceptable, en étant aussi passif, voire en étant aussi encourageant face à la violence israélienne. Pour qu'on puisse continuer à interviewer des personnalités largement invisibilisées sur les plateaux télé des milliardaires, soutenez-nous.